c'est la photo quand j'ai débuté la tech, en 92 ou 93, et ma photo à droite maintenant. Et puis un peu plus bas, je vous ai mis ma photo naturelle, toujours très récente, et revue à la Toulouse-Lautrec, puisque je suis sur Albi et que Toulouse-Lautrec est d'Albi. Voilà, c'est pour vous dire aussi que je fais un peu d'IA enfin, ça fait partie de mon travail de recherche. Et donc voilà, c'était un petit résultat rigolo pour que vous voyez ma tête vu que je ne mets pas la vidéo. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, les transparents ou les slides que je vous montre ce soir sont extraits un tout petit peu améliorés d'une formation que je fais depuis une dizaine d'années maintenant à tous nos doctorants à l'école des mines, à Albi, enfin à tous les doctorants qui veulent faire du LaTeX. Et donc, on a sur les sites de mes journées, il y en a une qui est consacrée à la composition des tableaux, et donc c'est la présentation que je vous fais ce soir. Et donc, la première question, avant de créer un tableau, la vraie question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un tableau? Parce que je vois de nombreuses personnes, en particulier les doctorants que je vois, qui font des tableaux alors que c'est pas vraiment le bon élément à faire. Et souvent, la question, c'est est-ce que c'est pas plutôt une suite d'éléments, donc une liste, qui nécessite une présentation régulière afin de pouvoir rapidement comparer les différents éléments. Et donc, je vous donne l'exemple en dessous où on voit les trois colonnes, nom, description, prix. Et puis, ça, ce serait un tableau avec des colonnes, et c'est pas du tout adapté. Alors que la présentation de droite, qu'on verra sans doute plus couramment sur un site web de vente, où on voit le descriptif, le prix et le titre, le prix et le descriptif, mais c'est pas du tout un tableau, c'est pas des colonnes, c'est juste une présentation homogène. L'idée étant qu'à chaque fois qu'on veut voir le tarif, on sait qu'il est en haut à droite, le titre est en gras en haut à gauche, et la description en dessous. Je donne aussi à mes doctorants la comparaison avec Google. Imaginez qu'on fasse une recherche sur Google et que le résultat soit avec X colonnes, une colonne URL, une colonne description, une colonne icône, une colonne, enfin je sais pas quoi. C'est pas du tout adapté. Un tableau n'est pas toujours adapté à la présentation de quelque chose d'un contenu ou des choses comme ça. Et c'est une tendance qu'ont les gens souvent à vouloir faire des tableaux alors que c'est pas obligatoirement nécessaire. Donc la remarque en dessous, une cellule d'un tableau donc ne devrait contenir que des informations tabulaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il manque un S d'ailleurs à tabulaire. C'est un nombre, une caractéristique courte, beaucoup moins souvent une phrase ou un paragraphe, et encore moins une liste. Ça, c'est souvent une chose que mes doctorants me demandent. Ah oui, comment je peux mettre une liste à puces dans la cellule d'un tableau? Je leur dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Et puis en général, la plupart du temps, on trouve une autre manière de présenter les choses tout aussi claire. Bon, voilà, ceci étant dit, c'est quand même faisable, et techniquement, comme d'habitude, la bonne question avec la tech, c'est pas est-ce que c'est faisable, c'est comment je peux faire. L'autre question, c'est est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire. Voilà. Donc ça, c'était avant de créer un tableau. Maintenant, en supposant qu'on ait besoin effectivement de faire un tableau, il y a quelques conseils de composition. Alors, c'est très rapide et très succinct, mais quand même, le premier des conseils que je leur donne, c'est ne pas encadrer toutes les cellules, quoi. Un beau tableau contient le moins de filets possible. Donc, en général, aucun filet vertical, et un simple filet horizontal entre les titres et les données peut suffire. L'autre conseil, c'est choisir soigneusement l'alignement du contenu des cellules pour rendre la lecture évidente. Et puis, ne mettre en gras déjà, on ne met en gras que ce qui est constant, et pas obligatoirement tout, d'ailleurs. Et donc, sur l'exemple en bas, à gauche, on voit un tableau, j'allais dire à la Excel ou à la Word, quoi. Voilà, la présentation que beaucoup de gens font, et on le voit même dans des rapports officiels et choses comme ça, où tout est encadré, où les valeurs sont pas bien alignées, on n'a pas obligatoirement facilement la comparaison, alors que le tableau de droite, évidemment, est plus aéré. On a en gras que les choses qui sont vraiment constantes, matériaux, densité, et les deux pays, enfin les deux régions, Europe et US. Et puis surtout les nombres sont parfaitement alignés sur le séparateur décimal, de manière à ce qu'au premier coup d'œil on puisse les comparer. Et ça fait partie, surtout en sciences et choses comme ça, mais quand on met des colonnes de nombres, c'est vraiment important d'avoir ça. Voilà, donc c'est très succinct, vous voyez. Après, on va rentrer dans l'utilisation de tabula rasa. Et puis,
dans la formation que je fais à mes doctorants. Donc là, le support, on fait ça en 1 heure, un peu plus d'1 heure. Et puis après, on passe presque 2 heures à faire de la pratique sur des vrais tableaux qu'ils ont vraiment envie de mettre en page. Et donc, je les aide à composer, quoi. Alors, quand même, une chose, et ça, là, je remercie Denis parce que c'est lui qui m'a donné le lien que je connaissais pas. Pour ceux qui ont la flemme d'apprendre tous les détails de la composition des tableaux en LaTeX, il existe un outil en ligne qui s'appelle le LaTeX Tables Editor et qui offre, entre autres, alors l'import des tableaux depuis Word, Excel, OpenOffice, LaTeX et ainsi de suite, qui permet de faire la fusion horizontale et verticale de cellules, qui permet d'insérer facilement des lignes ou des colonnes, de les supprimer, de les déplacer, de les permuter, enfin, et plein d'autres fonctionnalités assez évoluées, et dans lequel on peut spécifier le ou les packages à utiliser, puisque ça génère le code LaTeX pour fabriquer le tableau qu'on voit à l'écran. Et bah, effectivement, alors mon conseil, si vous voulez utiliser Tabulare, bah, c'est dans la configuration de cet éditeur, on peut choisir Tabulare comme environnement LaTeX. Et à ce moment-là, bah, il génère du code correspondant à l'utilisation de Tabulare. J'avoue que je suis assez impressionné par cet éditeur en ligne parce que pour suivre, pour être à jour de toutes les mises à jour de tous les packages qu'il utilise et produire du code qui fonctionne à tous les coups, j'avoue qu'il y a quand même un sacré boulot derrière. Voilà, donc mes doctorants aiment beaucoup, enfin, un certain nombre d'entre eux sont très contents d'avoir ça. En fait, ça leur permet souvent soit de faire tous leurs tableaux comme ça, soit ça leur permet quand ils ne trouvent pas comment faire quelque chose, ils le font avec le LaTeX Editor, ils voient la syntaxe utilisée, et ça leur permet de la reproduire dans leur propre tableau ensuite. Alors, la composition des tableaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, j'ai mis avant et maintenant, hein, comme dans nos présentations, sauf que là, c'est sur les packages pour faire des tableaux dans LaTeX. Et effectivement, avant, on avait toute une collection de packages, donc LaTeX déjà qui offre les environnements tabulaires ou array, selon qu'on est en mode texte ou en mode mathématique, et puis qui propose aussi la commande multicolonne. Et puis après, on trouvait, alors je ne vais peut-être pas tous les citer, mais le package array qui enrichit grandement les environnements tabulaires et array, et qui permet de définir des nouveaux types de colonnes. Le package CellSpace pour améliorer les espacements autour des contenus, BookTabs que je conseille encore beaucoup pour avoir des règles, enfin des filets de séparation de meilleure qualité. Tabularix qui permet de générer des colonnes à espacement, enfin de générer, des colonnes avec une largeur calculée automatiquement pour s'adapter à une largeur totale demandée. Donc ça, c'est très pratique aussi. Et puis, voilà, je passe SI Unitix quand même, qui est très intéressant quand on a des valeurs numériques à aligner comme il faut sur le séparateur. Voilà, toute une série d'autres. Longtable, pour créer des tables sur plusieurs pages. Alors ça, c'est un besoin un peu particulier, mais quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir, ce package. Et puis, le dernier que je cite, c'est Taboo, qui, si mes souvenirs sont bons, c'était il y a une quinzaine d'années qu'il est arrivé, et puis le développeur qui le maintenait a dû arrêter il y a une dizaine d'années, un peu plus peut-être, qui tentait d'unifier tout ça. Et c'était une très belle réalisation. Techniquement, ça marchait très bien. Mais la syntaxe était une horreur et la documentation encore pire. Et puis, le développeur a abandonné son projet. Je ne sais pas s'il continue à faire du LaTeX ou pas, mais en tout cas, le Taboo est abandonné, ne bouge plus. Donc, à un moment, on s'en servait quand même parce que c'était quand même bien pratique. Mais voilà, ça, c'était l'état des lieux il y a encore quelques années. Et puis récemment, donc la partie maintenant, on a deux packages qui sont apparus. Donc, le premier, c'est Nice Matrix, donc très puissant, récent et qui permet de faire tout type de tableau de matrice. Alors, par contre, à ma connaissance, j'ai vérifié ça il y a quelques semaines, il ne propose toujours pas des tableaux sur plusieurs pages. Et puis, alors ça, c'est une appréciation tout à fait personnelle. La syntaxe, je la trouve parfois confuse, voire touffue. Alors,
alors ça peut étonner certains, surtout ceux qui me connaissent sur mon utilisation de LaTeX, parce que Nice Matrix utilise beaucoup, est très lié à TIGS, et moi j'adore TIGS, mais malgré ça, je conseille quand même d'utiliser Tabulare, qui ne repose pas du tout sur TIGS. Et donc c'est le package qui veut remplacer tous les autres, de la même manière que Nice Matrix d'ailleurs. Alors lui, par contre, Tabulare, il a une syntaxe donc très régulière et claire, correctement documentée. Il y a quand même une limite qui est que certaines matrices ne sont pas faisables directement avec Tabulare, en particulier lorsqu'on a des accolades ou des parenthèses à l'intérieur de la matrice. Là, vraiment, il vaut mieux pas utiliser Tabulare. Et puis, le dernier point, et celui-là, je l'ai mis en rouge, c'est que les temps de compilation sont un peu plus longs. Et quand je dis un peu plus long, alors si vous avez quelques tableaux dans un article ou dans même un document, ça ne posera aucun souci. Par contre, j'ai l'exemple en tête d'un de mes doctorants qui avait une trentaine de tableaux, dont plusieurs sur plusieurs pages et ainsi de suite. Et ben, sa thèse, il n'arrivait plus à la compiler sur Overleaf, qui offre pourtant un temps de compilation de 4 minutes. Donc heureusement qu'on a pu le rapatrier chez lui sur son PC. Mais voilà, et tout ça, c'était à cause de Tabulare. Parce que dès qu'on désactivait les tableaux, ça se passait beaucoup mieux. Bon voilà, donc c'est peut-être le principal défaut de Tabulare, c'est son temps de compilation. Par contre, au niveau facilité de composition et d'écriture, c'est quand même une grande avancée. Donc en résumé, avant, les tableaux au départ, c'est très simple à faire avec des commandes de base LaTeX, mais même avec tous les packages supplémentaires, donc là, je les ai tous mis, enfin, la plupart de ceux que je connais. Les tableaux un peu évolués deviennent rapidement complexes à composer, et puis on ne sait plus ce qu'il faut utiliser, que les syntaxes varient, enfin, c'est assez catastrophique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le package Tabulare, qui offre une interface complète, puissante et relativement aisée d'utilisation. Alors, au prix d'un temps de compilation plus long, et pour certains types de matrices, effectivement, Tabulare ne permet pas de les faire encore, et donc il faut se rabattre vers Nice Matrix, qui est quand même un très joli package aussi, et dont la documentation est correctement faite, et on trouve son chemin aussi, pour faire des beaux tableaux avec. Alors en pratique, donc j'ai mis le package Tabulare permet de réaliser quasiment n'importe quel tableau. Il faut quand même une distribution LaTeX récente. Alors ça, je le mettais c'était en 2020-2021. Là, oui, c'était un peu critique. De nos jours, à moins d'avoir vraiment une très vieille distribution, le package Tabulare est inclus dans toutes les distributions, MikTeX, TeXlive et MacTeX et tout ça, quoi. La documentation montre beaucoup d'exemples avec différentes syntaxes pour s'adapter aux anciens usages. Par contre, ici, ce soir, je vais essayer, je vous montrerai quand même un exemple de l'ancien usage, mais je vous montrerai principalement la nouvelle syntaxe, qui est parfois un peu plus verbeuse, mais qui est plus facile à comprendre et puis beaucoup plus régulière. Et puis surtout, je ne vous montrerai pas toutes les possibilités. J'ai essayé de mixer un peu tout dans les exemples qu'on va voir, mais je ne rentre pas dans les détails de toutes les possibilités, et surtout pas, je ne montre pas toutes les possibilités. Donc, comment ça fonctionne? En pratique, on a un environnement qui s'appelle TBLR. Il a le bon goût de fonctionner à la fois en mode texte, donc comme Tabular, ou en mode mathématique, donc comme Array. Et il peut donc remplacer Tabular ou Array. Et on peut même directement prendre un Tabular ou un Array et remplacer l'environnement par TBLR. Il y a de grandes chances que ça puisse marcher. Et donc l'argument, puisqu'il faut quand même un argument ici, le RCL avec les barres verticales séparatrices, c'est l'argument de l'environnement TBLR, il décrit alors les colonnes comme on le fait classiquement dans les tableaux. Ensuite, effectivement, on peut mettre des lignes horizontales avec hline. Donc là, on a les deux lignes horizontales en haut et en bas. Et puis le contenu. Alors normalement, dans tous mes exemples, j'ai essayé d'aligner parfaitement l'esperluette de séparation des cellules, de manière à ce que vous voyez bien le contenu. Évidemment, ce n'est pas une obligation du tout, hein. Et donc là, on obtient ce tableau. Alors, il est très moche et il n'a aucun sens, hein, le contenu, mais c'est un exemple. Donc ça, c'est un exemple qui montre qu'on peut effectivement utiliser TBLR directement comme on utiliserait Tabular ou Array.
Et la plupart des commandes qu'on a l'habitude d'utiliser, les arrobases, les supérieurs ou inférieurs, dans la description des colonnes ou les barres verticales, comme ici, fonctionnent quasiment comme tabular ou array. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la syntaxe moderne, qui est plus verbeuse, mais plus claire et plus régulière. Alors, maintenant, avant d'utiliser Tabularé, quand même, il faut le charger dans le préambule. Donc, alors, le package Tabularé seul permet de faire déjà beaucoup de choses, mais on peut le compléter par quelques extensions. Et donc là, moi, je vous ai mis la liste de celles que je conseille à mes étudiants. Et en gros, là, je crois que je les ai toutes mises. Je cherche. Non, oui, il y en a deux qui sont expérimentales que je n'ai pas mises dans la liste. Donc, en gros, on met le use package Tabularé, et puis, en dessous, un use TBLR library, donc les bibliothèques TBLR, et qui portent des noms qu'on peut connaître, AMSMath, BookTabs, Counter, Diagbox, NameRef, SciUnitX, Varvids et Zref. Et donc, avec l'ensemble avec ces deux lignes, on a toutes les fonctionnalités activées. Le chargement des bibliothèques ici ne ralentit pas, à ma connaissance en tout cas, je n'ai pas fait de test intensif, mais ne ralentit pas la compilation en elle-même, sauf si on utilise les fonctionnalités qu'il y a dans ces bibliothèques spécifiques, mais à ce moment-là, c'est qu'on en a besoin. Alors, un premier exemple avec la syntaxe moderne. Donc, j'espère que le code est assez gros pour que vous suiviez ma présentation. Parce que c'est vrai que c'est un peu petit peut-être. Donc, on voit donc le begin TBLR, et puis on a une première accolade qui se referme 4 lignes plus loin, donc c'est le seul argument de TBLR, et là c'est plus du tout un argument comme d'habitude où on met la spécification des colonnes. En fait, c'est une liste de clés égale valeur, enfin de paires clés égale valeur. Et donc ici dans l'exemple, on a 3 clés, callspec, hline et vline. Et donc, on va les regarder les unes après les autres. Donc, le callspec, c'est ce qui permet de définir ou de spécifier les colonnes qu'on va utiliser dans notre tableau. Donc, la cellule générique, on l'appelle toujours Q, et elle utilise des paramètres entre crochets, parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre. Et donc, dans ces paramètres entre crochets, on verra un certain nombre d'exemples, mais là, il y en a 3. Donc, on peut spécifier donc l'alignement, donc à droite, centré, aligné à gauche, ou le texte justifié, avec donc R, C, L et J. Donc là, j'ai mis 3 exemples avec R, C et L. Donc ça, c'est pour l'alignement, et effectivement, la colonne de gauche est bien alignée à droite, avec le R ici, la colonne du centre est bien centrée, et la colonne de droite est alignée à gauche, ce qu'on voit ici. Ensuite, les hline et les vline. Donc, c'est alors, le hline, on va commencer par ça. C'est la spécification des lignes séparatrices horizontales. Alors, là, je vous montre comment on peut le faire avec des clés dans l'argument du tableau. C'est pas toujours pratique, mais ça existe, et puis c'est assez puissant déjà. Et donc, il y a une syntaxe qui est assez complexe déjà. La première, c'est derrière hline, entre accolades, on spécifie sur quelle ligne on veut faire apparaître un filet horizontal. Donc là, moi, j'avais mis hline 1,4. Donc, je voulais sur le filet horizontal 1 et 4. Alors, attention, on ne parle pas des lignes du contenu des tableaux, mais des lignes qui séparent les cellules. Donc là, c'est la remarque que j'ai mise en bas. Dans un tableau à 5 lignes, il y a 6 lignes séparatrices horizontales. Donc là, dans mon exemple, j'ai 3 lignes de cellules. Donc, j'ai 4 lignes horizontales. Et donc, j'ai mis la première tout en haut et la quatrième tout en bas. Alors, c'est séparé par une virgule. Maintenant, si j'avais mis hline 3-8, en fait, on va mettre un fil horizontal de la 3e à la 8e ligne. Si on met hline 1,3-z, on va dire la première ligne, puis ensuite de la 3e jusqu'à la dernière ligne. Alors ça, c'est aussi une astuce de Tabularé. Quand on ne connaît pas le nombre de lignes du tableau, on n'est pas là à compter, est-ce que j'en ai 25, voilà. On met juste Z. Alors, il y a 3 lettres utilisables, X, Y, Z, pour l'avant-avant-dernière, l'avant-dernière et la dernière ligne. Et puis, au pire, on peut mettre hline avec juste un tiret, où on ne met pas de début, pas de fin.
donc comme ici le 3-8, mais on ne met pas de minimum ligne maximum, et à ce moment-là, ça met toutes les lignes. Et le raccourci, en fait, qui est bien plus pratique, c'est de mettre simplement hlines avec le S à la fin. Et là, on dit on veut une ligne horizontale partout. Pour les lignes séparatrices verticales, bah, c'est la clé vline avec exactement les mêmes règles que pour hline, sauf qu'il n'y a pas l'utilisation des lettres. On n'a pas x, y, z. Donc là, j'ai mis vline 2, 3, donc je n'ai pas la première ligne verticale du tableau. J'ai bien la deuxième ligne verticale et la troisième ligne verticale. Voilà, bon, après la remarque en bas sur le nombre de lignes dans un tableau à 5 lignes de cellules, il y a 6 lignes séparatrices. Voilà, 3 colonnes, il y a 4 lignes séparatrices verticales. Alors maintenant, on peut aussi utiliser un contenu simplifié. Donc là, vous voyez le begin TBLR. Les deux seules clés que j'ai précisées, c'est vlines et hlines. Donc vous voyez que je fais exactement ce que je déconseille de faire, c'est-à-dire de mettre des lignes partout, horizontalement et verticalement. Alors c'est juste sur ce premier exemple et le suivant, enfin cet exemple et le suivant, juste pour montrer les espacements entre les lignes et les colonnes. En voyant les bordures, on comprend un peu mieux. Donc ça fait un tableau à la Word, comme je disais. Donc ça, ce qui est intéressant aussi de voir dans cet exemple, bah, qu'il n'est pas nécessaire de spécifier les colonnes. C'est-à-dire que là, je n'ai pas mis de colspec, de clé colspec, ni de clé rospec d'ailleurs, parce qu'on peut le spécifier aussi les lignes. Et donc, en fait, Tabularray va automatiquement détecter le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Donc, en fait, il va se caler sur le nombre d'esperluettes qu'il va trouver pour découvrir ici qu'il y avait 3 colonnes, et puis 3 lignes, puisqu'il y a 3 fois des... Enfin, deux fois des backslash, le dernier n'est pas indispensable. Alors ça veut dire que même si j'avais mis un colspec, il faut quand même faire attention au nombre de sperluettes qu'on met sur chaque ligne, parce que si on en met trop, bah, Tabularray, au lieu de crier comme ferait Ray ou Tabular, tout simplement, il va rajouter le nombre de colonnes voulues. Et donc, on peut créer des colonnes sans s'en rendre compte, juste parce qu'on a une esperluette ou plusieurs esperluettes de trop sur une ligne. Là maintenant, donc j'ai pas spécifié mes colonnes et donc j'ai pas spécifié mon type de colonne non plus. Alors par défaut, bah, le type qui est adopté, c'est Q avec les arguments L et T, donc L aligné sur la gauche et T aligné en haut. Alors attention, aligné en haut, c'est aligné sur la baseline de la première ligne du contenu de la cellule. C'est bien que là, on voit que le delta et le epsilon sont alignés, le alpha et le bêta et le gamma aussi. Donc c'est à chaque fois la première ligne, la baseline de la première ligne qui est alignée dans toutes les cellules. Donc là, toutes mes cellules ont cet alignement à gauche et en haut. Par contre, une chose qui est très pratique, c'est que parfois on a envie de passer à la ligne à l'intérieur du texte d'une cellule. Alors habituellement, c'est un peu compliqué, il y a plein d'astuces pour le faire, mais c'est jamais très simple. Parfois, il y en a qui marchent dans toutes les cellules, sauf la dernière. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Là, dans Tabularray, c'est très simple. Il suffit de mettre le contenu de la cellule entre accolades, et ensuite, à l'intérieur de ce groupe, eh bien, on peut mettre un backslash pour forcer un passage à la ligne. Donc là, je l'ai mis sur alpha, sur epsilon et sur iota. Donc ça, j'avoue que ça, c'est assez pratique et que les doctorants aiment beaucoup ça quand ils composent leur tableau. Alors maintenant, l'exemple de la page suivante. Donc, voilà, donc ça, je reviens juste en arrière, je vous montre, vous regardez le tableau, le résultat lui-même, et vous voyez que, j'étais un peu vite. Donc dans la première version, on a des lignes assez hautes et des colonnes pas très larges. Et dans la version suivante, les lignes sont un peu moins hautes et les colonnes sont un peu plus larges. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté? Tout simplement, j'ai rajouté les deux clés colcep et rocep. Donc colcep à 10 points et rocep à un seul point. Donc ça veut dire en fait c'est l'espace qu'on a entre le contenu et la colonne, enfin entre deux colonnes, ou entre le contenu de la colonne et le filet qui la sépare de la colonne suivante. Ça c'est pour colcep, et rocep c'est pour les lignes. Donc l'écartement entre les lignes du tableau, donc c'est spécifié par rocep. Alors par défaut c'était 2 points. Là, vu que je suis passé à rocep égale 1 point, c'est ce qui explique que le tableau est un peu moins haut que le précédent. Et puis colcep par défaut c'est 6 points. Là je suis passé à 10 points. Donc j'ai écarté encore un peu plus en largeur mes cellules. Et donc le tableau est plus large que précédemment.
Et puis, on peut même, alors j'avoue que c'est quelque chose que j'utilise rarement, mais on peut même spécifier un espacement au-dessus ou en dessous, ou à droite ou à gauche, différent. Parce que là, avec Colcep et Rocep, on a le même à droite et à gauche, et le même en haut et en bas. Mais on peut rentrer dans la finesse en définissant chacune des 4 distances. En fait. Alors, après, on peut fixer la largeur des colonnes. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, donc là, je réutilise Colspec, hein, comme je vous le spécifiais, enfin, comme je l'avais montré. Et donc là, j'ai dit, j'ai 3 colonnes. La première fait 1 cm de large, la deuxième 1,5 cm, et la troisième 1 cm de large. Effectivement, on peut aussi préciser l'alignement. Donc là, j'ai précisé à droite, centré et à gauche. Et ce qu'on fait sur les colonnes, avec Colspec, eh bien, on peut aussi le faire avec Rospec pour dire spécifier cette fois les lignes. Et donc là, je lui dis, ma première ligne, les cellules ont l'argument F. La deuxième ligne, il y a l'argument M. Et la troisième ligne, l'argument H. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des lignes? Eh bien, alors, le M, c'est au milieu. C'est l'alignement vertical, en fait, qu'on spécifie avec ça. On peut aligner au pied du contenu de la cellule ou aligner en tête du contenu de la cellule. Donc, si je prends ma première ligne ici, j'ai dit que c'était F, donc c'est aligné au pied, et effectivement, le pied du texte est aligné. Alors là, il se trouve que il tient compte de la hauteur des caractères et de ce qui dépasse en dessous, hein, donc la barre du P ici. Effectivement, il n'y en a pas dans bêta, gamma, mais n'empêche que les caractères occupent quand même cet espace en dessous de la baseline. Hein. Sur la ligne centrale, tout est aligné au niveau centré, donc on voit que le epsilon, le delta est au milieu des 2 epsilon, hein, voilà, le zeta pareil. Et puis sur la dernière ligne, au contraire, c'est le O qui a été aligné. Alors faites attention, parce que si le contenu des cellules, je ne sais pas s'il y avait une formule mathématique ou un graphique, pardon, ou quelque chose de plus haut qu'un caractère, avec l'alignement foot ou head, c'est bien ce qu'il y a de plus bas ou de plus haut qui est aligné sur l'ensemble. Alors après, je vous avais montré, on en a déjà parlé, les 2 autres options, c'est T ou B, qui cette fois utilise non pas le haut du contenu ou le bas du contenu, mais la ligne de base de la première ligne ou la ligne de base de la dernière ligne. Bon, là, j'avoue que c'est... Enfin, ça peut arriver qu'on ait besoin de cette distinction, et c'est bien pratique de l'avoir. Bon, la plupart du temps, les résultats sur du texte, entre foot et bottom ou entre head et top, vous ne verrez pas la différence. Alors maintenant, vous voyez aussi que là, j'ai spécifié et Colspec et Rospec. Donc généralement, on n'utilise que les clés Colspec pour spécifier le type de chacune des colonnes. Mais effectivement, on peut utiliser les 2 clés. Et ça, et donc, qu'est-ce qui se passe? Si effectivement, par exemple, si je prends ma première cellule, il faut que je lui applique à la fois le Q1CMR et le QF, puisque ça concerne la première colonne et la première ligne. Alors, il se trouve que les réglages sont tout simplement mis en commun. Et si par hasard, il y avait un conflit, par exemple, si j'avais mis un L dans ma première ligne, alors que j'ai mis un R à la première colonne, le dernier réglage l'emporte. Donc là, ce serait Rospec qui l'emporterait. Alors ça, j'avoue que c'est assez pratique aussi, puisque ça permet par exemple de définir un réglage général pour l'ensemble des colonnes ou l'ensemble des lignes, et puis tout d'un coup de dire, ah, il y a une ligne spécifique un peu plus loin où on change les réglages. Vous verrez, on va l'utiliser un peu plus tard. Donc c'est une règle générale de tabula rasa, hein, à chaque fois qu'on met des réglages, si un réglage contredit un réglage précédent, c'est le dernier qui l'emporte. Alors un tableau un peu plus joli maintenant, là c'est plus un tableau à la Word. Bon, on peut discuter sur le fait d'avoir des lignes alternées blanches ou fond orange. Bon, beaucoup de gens font ça maintenant, c'est devenu à la mode. À une époque, on le déconseillait beaucoup parce que quand on imprime ça sur des vieilles imprimantes noir et blanc, ça sortait en général de très mauvaise qualité. Maintenant, avec la qualité des imprimantes qu'on a, voire même des imprimantes couleur, ça peut passer. Tant que le fond reste très clair, ça peut passer. Donc là, on va regarder un peu comment est fabriqué ce tableau.
Donc d'abord, au niveau du contenu, effectivement, on a une colonne avec des symboles, donc V, oméga, A et alpha, des unités pour ces symboles, et puis leur signification. Ça pourrait ressembler à une espèce de table de nomenclature de symboles utilisés dans un document. Et donc, si vous regardez le contenu de mon TBLR, je ne parle pas de la partie spécification en tête, vous voyez qu'il y a vraiment strictement que le contenu utile. Donc le sim, le V, le backslash oméga, le A, le alpha, les unités, avec, alors là j'ai utilisé les notations de SI Unitix, qui est un package qui permet de spécifier les unités, et les valeurs d'ailleurs, et puis le texte de description. Et toute la mise en page, le fait que ce soit des maths, que ce soit utilisé par SI Unitix et tout ça, est décrit uniquement par mes spécifications du début de ma table. Donc on va y aller tranquillement. Donc on prend les spécifications des colonnes. Et la première colonne, j'ai spécifié qu'elle était donc centrée et en mode maths. Qu'est-ce que ça veut dire en mode maths? Tout simplement, ça veut dire que tout ce que je mets dans ma première colonne sera composé comme si c'était une formule mathématique. Donc le V, le backslash oméga, le A, le alpha, ça ne marcherait pas en texte, hein, ça marche qu'en maths. Et puis on voit que le V et le A sont bien en italique, comme une variable, comme les variables de mode mathématique. Je reviendrai sur le titre et comment ça se fait qu'il n'est pas mis en mode mathématique. Ma deuxième colonne, je dis qu'elle est calée à gauche et que j'applique la commande unit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, cette commande, c'est une commande qui est fournie par le package SI Unitix et qui permet, donc, auquel on fournit un argument qui contient la description de l'unité. Et donc là, en fait, c'est ce que je trouve ici, backslash n, backslash pair, backslash s, c'est des mètres par seconde, des radians par seconde, et ainsi de suite. C'est ce qu'on voit apparaître ici. Et c'est le backslash unit qui, en prenant ça comme argument, va produire le contenu de ma deuxième colonne. Donc en fait, la commande est appliquée au contenu de chacune des cellules. La troisième colonne, elle, donc elle, oui, calée à gauche. Et puis surtout, alors je lui ai mis un autre argument, c'est co égale 1. Alors co, il faut l'entendre comme coefficient. Et là, je dis, en fait, les deux autres colonnes, je n'avais pas mis de largeur ni quoi que ce soit, donc elles prennent la largeur de la plus grande cellule, tout simplement. Par contre, la dernière colonne, je dis, je te donne un coefficient de 1. Et là, tabularet, tout seul, il se dit, s'il y a un coefficient, ça veut dire qu'on veut que mon tableau s'écarte le plus possible. Donc, tout simplement, il va prendre toute la largeur de la ligne possible. C'est pour ça que mon tableau ici, il occupe toute la largeur possible, juste la petite marge ici par rapport au code. Et donc, comme il y a une seule colonne, c'est celle-ci qui s'est étendue pour occuper toute la largeur. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a de la marge. J'aurais pu avoir du texte plus long. Il y avait encore de la place. Ça correspond un peu, pour ceux qui connaissent, aux colonnes grand X fournies par Tabularix. Voilà, le co égale 1. Alors, sauf que le coefficient, justement, on verra tout à l'heure que quand on met plusieurs colonnes avec des coefficients, on peut mettre des coefficients différents et dire il y en a une qui est 2 fois plus grande qu'une autre. Et c'est pareil, Tabularet calculera l'espace restant et il le répartira en proportion des coefficients qu'on a donnés. Donc voilà pour cette dernière colonne qui est de simple texte, il n'y a pas de grand-chose à faire. Donc ça, c'était mes trois colonnes. Alors maintenant, on a deuxième ligne de spécification. Oui, pardon. Oui, Paul, excuse-moi de t'interrompre. Juste une remarque, c'est que avec ce coefficient, du coup, il y a un retour à la ligne automatique dans la quatrième ligne et dernière colonne. Oui, c'est ça. En fait, Tabularix essaye d'étendre la colonne pour que l'ensemble du tableau occupe la largeur de l'espace disponible. Et effectivement, là, l'accélération angulaire n'est pas dans la colonne, donc le passage à la ligne est automatique. Voilà, c'était juste une remarque en passant. Oui, mais c'est tout à fait pertinent. Alors, ma deuxième ligne de spécification, c'est le row-odd. Donc ça concerne donc toutes les lignes impaires. Et c'est là où je lui dis que le background, donc la couleur de fond, c'est un orange mélangé, enfin 10% de orange et 90% de blanc. Le orange, point d'exclamation 10 white, ça vient du package Xcolor qui permet de mélanger les couleurs. Et donc c'est ce qui fait qu'une ligne sur deux, j'ai ce fond orange très clair. Donc ça c'est quand même très pratique. Et puis après, alors c'est là où on a la ligne particulière, le row 1,
qui est égal à toutes les spécifications qu'il y a derrière. Et c'est ça qui fait que la première ligne du tableau n'est pas du tout présentée comme le reste, c'est la ligne des titres. Alors là, par contre, j'ai mis beaucoup de choses. J'ai dit d'abord que les contenus étaient calés à gauche, donc le L. Ensuite, j'ai dit que la commande qu'on appliquait à tous les contenus, c'était textbf, donc ça, c'était pour les mettre en gras, mettre chacun des titres en gras. Et au passage, ça va faire que pour la deuxième colonne, la commande qui est spécifiée ici va remplacer la commande unit qu'il y avait là. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand il y a conflit dans les spécifications, la dernière l'emporte. Donc pour ma première ligne, la dernière commande spécifiée, c'est textbf, donc ce n'est pas unit qui va s'appliquer. Ce qui explique que unité n'est pas passé à unit, n'est pas passé à la commande unit, mais est passé bien à la commande textbf. Troisième chose, c'est que j'ai mis en mode texte. Alors ça, je l'ai mis pourquoi? Parce que la première colonne était censée être en mode maths. Et donc là aussi, conflit, pour ma première ligne, le mode texte l'emportera sur le mode maths. Et donc le sim qui est ici n'est pas composé en mode mathématique, mais en mode de texte classique. Et puis là, par contre, j'ai mis donc le foreground, donc la couleur du texte en blanc et la couleur de background en orange. Donc là, le orange bien pétant, bien fort, avec le contraste qui va bien. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et puis, bon, le ROCEP et COLCEP, là, j'ai dû mettre ces valeurs-là, peut-être pour que le tableau tienne, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place ici. Bon, ça, c'est pas indispensable, mais on avait déjà vu à quoi ça servait. Et donc, vous voyez qu'avec juste ces quelques lignes, après, on a un contenu qui est très lisible, alors que si on avait dû mettre les /unit partout, les dollars autour des mathématiques, les textes BF pour le sim, l'unité, signification, et ainsi de suite, ça aurait été quand même beaucoup plus lourd. Et puis, le passage à la ligne pour accélération angulaire, effectivement, il se fait automatiquement grâce à la colonne avec le coefficient égal 1. Voilà pour cet exemple un peu plus complet. Alors, l'exemple suivant, où on voit de la fusion de cellules et changement de police. Alors, celui-là, j'avoue que le contenu n'est pas très intéressant. Il est plus technique ou à titre d'exemple. Donc, si vous regardez le contenu, effectivement, on a C1, C2, C3. Donc, ça, c'est les trois premières cellules de la première ligne. Et puis L2. Et puis, surtout, ici, on a entre accolades 3 fois la commande myText suivie d'un point, sachant que j'ai défini ici la commande myText comme étant du texte assez long sur plusieurs lignes et colonnes. Et c'est ce qui me produit ce grand texte ici, qui est répété 3 fois avec un point final. Ces 3 phrases que j'ai collées juste pour avoir du contenu. Ensuite, on a une cellule vide. Et puis après, on a L3C2 en petit, en minuscule, et puis une cellule vide. L4, le texte centré sur les 2 colonnes, et puis encore du texte en minuscule. J'y reviendrai sur tout ça. Voilà, donc ça, c'est le contenu qu'on a fait. Alors par contre, après, on va attaquer la fusion des cellules. Alors première remarque, la toute première ligne, le VSPAN des spécifications. Le VSPAN égale even et HSPAN égale minimal. Alors celui-là, la seule explication que je vous donne, c'est la fusion des cellules pour être entre guillemets naturelle, nécessite quelques réglages et je conseille de mettre cela. Si vous voulez en savoir plus, là je vous engage à aller lire la documentation de Tabularet qui explique les différents algorithmes qu'il a pour gérer la fusion des cellules et calculer automatiquement les largeurs et hauteurs des cellules. C'est pas toujours simple et si on, voilà, à mon sens, avec ces 2 réglages-là, on intuite assez facilement le résultat des fusions qu'on fait. Avec les autres algorithmes, ça peut être utile parfois pour faire des compositions un peu particulières, mais j'avoue que des fois, on ne comprend pas trop pourquoi la fusion ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre ça dès que vous utilisez de la fusion de cellules. Alors, deuxième information importante qui va nous servir. Donc, jusqu'à maintenant, on avait eu des spécifications avec Hline, Rospec, Rho ou des choses comme ça. Là, on a une clé qui est particulière, c'est celle IJ, où I et J sont 2 valeurs. Ça permet de donner des spécifications à une cellule particulière, en l'occurrence la IM ligne et la JM colonne. Et donc ça, on va l'utiliser intensivement. Et donc, alors, je passe sur les lignes ici. Non, je passe. Non, alors j'ai mis le VSPAN even et HSPAN minimal. Donc ça, c'était pour avoir une composition naturelle. Ensuite, j'ai mis Hline blue. Vous voyez que toutes les lignes horizontales sont bleues. Et V-line 2 et 3 rouges, donc la deuxième et la troisième ligne verticale sont rouges. Et évidemment, quand il y a des cellules fusionnées, les lignes sont interrompues.
les filets sont interrompus. Ensuite, la spécification des colonnes. Donc, j'ai dit tout simplement la première est calée à gauche. Bon, en fait, vu le contenu, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Chacune des cellules occupe sa largeur naturelle. Et les deux colonnes suivantes, il y en a une qui a un coefficient de 1 et la deuxième qui a un coefficient de 2. Et donc, effectivement, la troisième colonne est 2 fois plus grande que la deuxième colonne. Donc, c'est les coefficients ici, 2 et 1, qui font ça. Voilà, alors maintenant, on arrive à l'aspect fusion. Et donc, c'est cette ligne ici, là, où il y a le cell 2,2, qui permet de spécifier ce que je vais faire sur cette cellule qui est la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, c'est la cellule qui était ici. Et cette cellule, je dis, en fait, premier argument, c'est C égale 2, R égale 2. Donc, je la fusionne sur 2 colonnes et sur 2 lignes. Donc, elle va aller manger, entre guillemets, une cellule à droite et une cellule en bas. Et cette cellule, en plus, je spécifie sa composition en disant, elle est calée à gauche. Je mets directement une couleur, cyan, point d'exclamation 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait mis BG égale quelque chose. Si on met une couleur sans mettre de clé, il se doute que c'est le background qu'on veut spécifier. Donc, le fond, ici, est donc un cyan très clair. Et puis, je lui ai dit, la troisième clé, c'est font égale it shape. Et donc, mon texte est composé en italique. Donc, c'est ce qui explique que cette cellule qui était ici, qui contient énormément de texte, est fusionnée avec la cellule de droite et avec la ligne suivante, ce qui permet de mettre tout mon texte dans cette cellule bleue. Ensuite, je lui ai dit aussi que la cellule 4,2, donc quatrième ligne, deuxième colonne, était fusionnée cette fois juste sur 2 colonnes et centrée. Donc, c'est ce texte-là, texte centré sur 2 colonnes. Et puis, la dernière chose que je lui dis, c'est que la cellule 5,1, donc cinquième ligne, première colonne, était fusionnée sur 2 colonnes et calée à gauche. Donc, c'est le L5 ici qui est bien la fusion des 2 premières colonnes avec le L5 qui est quand même calé à gauche. Voilà pour ça. Donc, on voit qu'on peut fusionner. Alors après, le résultat de la fusion reste toujours un rectangle. Ça, on ne peut pas avoir d'autres formes. On peut manger un certain nombre de cellules à droite ou en dessous. Par contre, ce qui est important et qui diffère par rapport à d'autres manières de composer en LaTeX, c'est que même si les cellules sont fusionnées avec d'autres, il faut quand même donner leur contenu. C'est-à-dire qu'on doit quand même faire apparaître toutes les esperluettes et même du contenu vide ou du contenu pas vide. Et vous voyez que tous les textes que j'ai mis en minuscules, le L3C2, L5C2, L4C3, eh bien, ces textes-là n'apparaissent nulle part dans mon tableau, dans mon résultat, bien qu'ils soient dans mon code. Tout simplement parce que ces cellules-là ont été mangées, entre guillemets, par la fusion faite par les autres cellules. Voilà pour la fusion. Peut-être avant de passer à la prochaine diapo, il y a Elsa qui demande si il faut spécifier le package color ou si c'est automatiquement inclus. Bonne question. J'avoue que moi, dans tous mes documents, j'inclus Xcolor par défaut. Et donc, est-ce que Tabularel inclut par défaut? Je ne suis pas sûr. À vérifier. Effectivement, oui. Oui, en plus, je sais que dans mes formations, à tous mes doctorants, je leur dis ça, donc ils le font naturellement. Mais effectivement, pour que la syntaxe, la syntaxe des couleurs avec orange, point d'exclamation 10 ou des choses comme ça fonctionne, il faut le package Xcolor, ça c'est clair. Alors, on a fait encore un tableau un peu plus complexe. Alors, déjà, on va regarder le résultat qui est à droite. Donc, on a ici effectivement une colonne avec un temps que j'ai nommé T en microsecondes, une distance D en micromètres. Et en gros, je sais pas, on peut mesurer une explosion, par exemple, et à 1 microseconde, on voit un diamètre de 2,3 et des poussières micromètres. Et puis à 2 microsecondes, un peu plus grand. Et puis tout d'un coup, quand le temps passe, les variations augmentent. Et puis quand on arrive à 100 microsecondes, là, on a déjà une explosion qui a atteint les 1 mètre et des poussières. Donc voilà, ça c'est un tableau qu'on pourrait avoir dans des mesures physiques. Je ne suis pas sûr que ce soit très réaliste. Et par contre, on a ces espèces d'intertitres au milieu, là, au début des petites variations, plus tard des variations augmentent, et puis finalement ça explose.
Donc voilà ce tableau avec les différentes valeurs de t. J'avoue que le t égal devant chacune des valeurs était peut-être pas fondamental. Bon, c'était juste pour montrer ça. Par contre, ici, vous voyez que les valeurs sont bien alignées sur le séparateur décimal, les valeurs numériques, même celui qui a un exposant en 10 puissance 6, enfin qui est multiplié par 10 puissance 6. Donc ça, c'est dans le monde scientifique, on apprécie que voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas lié au contenu de la cellule. C'est là, par exemple, que j'ai une seule décimale ou 10 décimales, il aurait quand même aligné sur la virgule de séparation. Au passage, d'ailleurs, vous voyez que dans mon code, moi, j'ai mis des points comme séparateur décimal. Et ça, c'est le package SI Unitix qui gère ça automatiquement, qui, selon la langue, c'est si on doit mettre des virgules comme en français, des points comme pour les anglo-américains, ou je ne sais pas s'il y a d'autres, je ne crois pas qu'il y ait d'autres séparateurs. Bon, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. J'interviens, Paul. Il est nécessaire dans ces cas-là de spécifier l'option locale égale FR. Oui, pour charger SI Unitix, oui. Enfin, pour que le point en entrée donne une virgule en sortie. Oui, c'est possible. Ça, c'est vrai que c'est pareil. Je pense que moi, je l'ai fait automatiquement. Alors, première chose, SI Unitix, c'est une extension de Tabulare. Et donc, quand on demande à Tabulare de charger SI Unitix, enfin cette extension, il va charger le package SI Unitix. Par contre, effectivement, pour que SI Unitix reconnaisse la langue, en fait, il ne la reconnaît pas de Babel ou de Polyglossia par défaut, et il faut effectivement lui spécifier le localé. C'est une bonne remarque. Oui. Alors, je reviens sur la composition de mon tableau ici. Alors, première chose, j'ai défini une commande ici que j'ai appelée intertitre et qui me sert à faire ces fameux titres avec un fond grisé en italique. Alors, il est un peu compliqué, mais je vous la détaille. Enfin, elle prend un argument, qui est le texte qu'on veut faire apparaître ici. Et puis après, on regardera comment elle fonctionne. Je ne détaille pas pour l'instant son contenu, mais sachez que son rôle, c'est de faire ça. Donc maintenant, je regarde. Enfin, donc la commande intertitre, elle est définie ici. Et là, alors si quand même, je vais dire, elle compose une ligne complète. C'est-à-dire qu'elle va composer le dièse 1, l'argument qu'on lui donne comme paramètre, l'esperluette et la deuxième colonne. Donc en fait, elle spécifie 2 colonnes, et mon tableau étant composé de 2 colonnes, effectivement, c'est une ligne complète. Ça, c'est la première chose. Alors, pour que cette commande fonctionne, alors que je l'ai définie à l'extérieur, enfin que je l'ai définie, il faut que je dise à TBLR qu'il doit la développer avant d'analyser le contenu du tableau. Parce que TBLR va analyser les esperluettes qu'il voit dans le tableau, et plein d'autres choses d'ailleurs, pour savoir combien il y a de colonnes, comment les composer, et ainsi de suite. Et donc, si la commande intertitre n'est pas développée au moment où il fait cette analyse, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Donc, c'est pour ça qu'au moment où je commence mon environnement TBLR, je suis obligé de mettre dans un argument optionnel la clé expand égale intertitre. Alors, jusqu'à il y a encore quelques mois, on ne pouvait mettre qu'une seule commande expand. Enfin, expand ne pouvait prendre qu'une seule valeur. Maintenant, dans une version récente, je ne sais pas exactement quand, mais ça doit être fin 2023 ou même très récemment, on peut mettre plusieurs fois expand égale quelque chose pour dire qu'il y a plusieurs commandes qu'on veut développer avant l'analyse du tableau. Alors, pourquoi c'est important de faire ça? Justement parce que cette commande génère 2 cellules du tableau avec l'esperluette. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'elle elle modifie le comportement de la ligne sur laquelle elle est et de la première cellule. Donc là, comment on peut modifier une ligne? Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait les clés row, où on pouvait mettre la première ligne avec row entre accolade 1. On pouvait aussi spécifier toutes les lignes impaires avec row entre accolade odd. Alors ça, c'est pratique quand on sait ce qu'on veut faire dès le début du tableau. Par contre, quand on veut mettre un intertitre et qu'on ne sait pas trop où il est-ce que c'est la 10e ligne, la 12e ligne, c'est vraiment pas très pratique de mettre dans l'entête du tableau. Et donc l'idée, c'est qu'on peut modifier le comportement d'une ligne juste avec une commande, avec la commande set row, avec les 2 majuscules. Et là, je dis, cette ligne, elle aura un espacement de 1 point entre chacune des lignes et un fond en gris clair. Donc c'est ce qui fait ce fond-là. Et la deuxième chose que je lui ai dit, c'est que la première cellule, grâce à cette cell,
je vais la modifier en lui disant qu'elle l'agrège ou elle fusionne deux colonnes, donc le C égale 2, et qu'elle, contrairement à tout ce qui a pu être dit dans l'entête, elle est en mode texte, centrée, avec une police en italique et en footnote size pour qu'elle soit un peu plus petite que le texte habituel. Donc avec cette commande, je spécifie à la fois la couleur de fond de ma ligne, je spécifie que ma première cellule doit être fusionnée, qu'elle doit être présentée en texte et centrée, en italique et petit. C'est ce qui me fait mon intertitre ici. Bon, après, je commence mon tableau TBLR en spécifiant mes colonnes. Alors, en fait, là, j'ai que deux colonnes. J'ai Q avec R égale R et mode math. Donc, une première colonne calée à droite en mode mathématique. C'est ce qu'on voit ici. Donc, tout le contenu va être interprété comme des mathématiques. Et la deuxième colonne, c'est juste le type S. Donc, ça, c'est un type de colonne qui est fourni via Tabulare depuis SU Unitix et qui permet justement l'alignement sur tous le séparateur décimal. Ensuite, j'ai mis les deux réglages que je vous conseillais dès qu'on fait de la fusion de colonnes, donc le VSPAN égale even, HSPAN égale minimal. Bon, ça, voilà, au moins je suis sûr que ça fonctionne comme j'ai l'habitude de voir quand on fait de la fusion de cellules. Et puis j'ai une dernière commande qui dit, attention, la première ligne, row 1, eh bien, cette première ligne, elle est spécifique. La police, c'est en gras, BF Series. Donc là, je n'ai pas mis une commande texte BF, j'ai dit juste la police, c'est BF Series. Le mode texte, ça permet de dire que le mode math que je mets ici disparaît, ou que celui de SI Unitix, je pense qu'il compose aussi en mode math, donc c'est possible que ça le gère aussi. Et puis, le contenu est centré. Donc, ma première ligne ici, elle est bien en gras, centrée dans la colonne. Alors attention, là, parce que dans mon texte ensuite, j'ai mis des modes mathématiques, c'est pour ça qu'on a le T en italique et les microsecondes. Voilà, donc ça, c'est mon tableau, enfin, les spécifications de mon tableau, et après, on rentre dans le contenu. Alors, vous voyez que le contenu, il est relativement lisible. Donc, on a le premier titre, donc le temps $T, et puis entre parenthèses, alors là, on voit la commande unit de Unitix qui dit je veux mettre des microsecondes, l'unité microseconde entre parenthèses. Ça, c'était pour le titre de ma première colonne. Maintenant, le titre de la deuxième colonne. Alors là, un truc horrible, mais qui marche très bien, c'est les triples accolades ici. Alors pourquoi on est obligé de mettre ça? Parce que cette deuxième colonne, elle est considérée comme une colonne à gérer par SI Unitix pour faire l'alignement sur le séparateur décimal. Et là, pour dire à SI Unitix qu'on ne veut pas traiter ce premier titre de cette manière-là, l'astuce, c'est de le mettre entre triple accolade. Bon, c'est la technique utilisée par SI Unitix, mais ça fonctionne bien. Et sinon, le contenu, c'est exactement comme le temps T microsecondes, c'est distance D et l'unité micromètre. Excuse-moi, Paul, je t'interromps à nouveau. Oui, habituellement, dans un tableau hors Tabulare, une unique paire d'accolades est suffisante pour protéger pour le Unitix, oui. c'est possible. Là, il en faut vraiment 3 ou... Ah, il en faut vraiment 3, oui. Je sais plus, je crois que j'ai lu quelque chose dans la roadmap de Tabulare pour changer ça, mais je suis pas sûr qu'il va y arriver. Enfin, je sais plus ce que j'ai lu là-dessus, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, il en faut 3. Bon, d'accord, merci. On peut même en mettre 4 ou 5, hein, mais le minimum, c'est 3. Voilà. D'accord. Mais effectivement, ça semble un peu bizarre et un peu lourd, je reconnais. Et puis ensuite, le contenu est assez simple. On a juste intertitre et puis le //. Donc là, on voit que ça fait notre premier intertitre. Et puis ensuite, T égale 1, esperluette la valeur, T égale 2, esperluette la valeur, et ainsi de suite. Des intertitres ou des temps et des valeurs. Et là, alors là, j'ai mis que 5 lignes avec du contenu. Et on peut imaginer que dans un vrai tableau, on ait un peu plus de contenu. Et là, ça reste très facile à lire et on n'a plus rien de composition à faire. Tout est automatisé, à la fois par la commande intertitre et par les spécifications qu'on a mis là. Voilà, bon là, c'était vraiment une utilisation un peu avancée, mais voilà, ça vous montre pas mal de possibilités de ce que permet Tabulare. Ah, c'est pas passé. Non.
Faut que je clique. Voilà. Pour les matrices, alors là, j'avoue que je ne me suis pas fatigué. J'ai repris un exemple de la documentation de Tabularet. Donc, les matrices, alors il y en a plein qui sont proposées de base par AMS Math. Donc là, on prend l'exemple de P matrix, donc P pour parenthèse. Donc c'est une matrice entre parenthèses, avec un contenu, avec des fractions, donc 2 sur 3, 1 sur 3, ainsi de suite, avec des signes devant parfois. Et quand on voit le résultat, c'est pitoyable. Les valeurs se touchent, les parenthèses ne vont pas jusqu'en haut des valeurs, les valeurs sont décalées, on ne sait pas trop ce qui se passe entre les 2 tiers, moins 1 tiers, ainsi de suite. C'est assez catastrophique. Bon, je pense qu'il a choisi cet exemple volontairement pour montrer le pire de ce qu'on pouvait faire avec ça. Et donc, ce que propose Tabularet, c'est une version améliorée. Donc, c'est non pas P-matrix, mais plus P-matrix. Alors, le fait de mettre les cellules calées à droite, bah, ça permet de garantir l'alignement. Bon, ça, c'est pratique parce que dans P-matrix, il n'y a pas d'option de mise en page. Là, au moins, c'est un vrai... Enfin, c'est comme un Tabularet, donc on peut effectivement spécifier ça. Et puis, au passage, on peut aussi mettre une ligne en évidence, là, mettre la ligne 2 en évidence en mettant un fond orange. Donc ça peut être utile ou non selon ce qu'on veut en faire. N'empêche que le contenu est exactement le même que dans la version précédente, que dans le code précédent. Et là, on voit que le résultat est quand même nettement plus joli, les espacements mieux gérés, les parenthèses qui vont jusqu'en haut et jusqu'en bas, enfin voilà. Et donc Tabularet propose des environnements améliorés pour Array, Matrix, B Matrix, enfin bon, j'ai mis toute la liste de ce qu'il y avait dans AMS Math. Voilà, même Cases d'ailleurs. Donc voilà, bon, j'avoue que moi je les utilise pas trop dans les documents que je compose. Bon, enfin, je fais pas beaucoup de calcul matriciel, ou en tout cas je le code pas, enfin je le montre pas dans mes documents. Et bon aussi, alors ça m'arrive d'avoir des thésards ou des collègues même qui ont des problèmes avec ça, et donc souvent on s'en sort avec ça. Sachant que sur les matrices, je reviens sur mon conseil initial, Nice Matrix est quand même très bien foutu aussi, et permet de faire des choses bien plus intéressantes si on a vraiment beaucoup de matrices, des tenseurs, des choses comme ça. Là, je conseille vraiment, pour l'instant, encore d'utiliser Nice Matrix plutôt que Tabularet. Alors, on peut encore aller plus loin avec Tabularet et définir donc son propre environnement. Tiens, hop. Je ne sais pas pourquoi cette diapo est toute floue. Vous la voyez floue, vous aussi? Ben, oui, ça va peut-être s'arranger. C'est lisible, là. Ça... Ouais, bon, on va supposer que ça passe. Donc, on peut définir son propre environnement. Alors ça, c'est assez pratique, surtout quand on a plusieurs fois des tables similaires à composer, avec le même genre d'entête, les mêmes titres, évidemment pas le même contenu. Donc, on peut définir son propre environnement. Alors moi, je l'ai appelé my-own-tblr. Alors là, j'avoue que je me suis amusé, parce que la plupart du temps, les environnements, bah, on met un mot. En fait, on peut mettre un mot avec des tirets, on peut mettre des espaces, on peut mettre des étoiles, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un nom d'environnement. C'était pas tout à fait vrai dans la tech il y a encore quelques temps. Là, maintenant, je crois que partout, c'est unifié, ça marche partout très bien. En tout cas, à ma connaissance. Donc là, voilà, je crée ce nouvel environnement, ce nouveau TBLR environnement, que j'appelle my-own-tblr. Et ensuite, avec la commande setTBLR-inner, je spécifie tout ce que je veux mettre comme réglage automatiquement, par défaut. Donc, alors là, qu'est-ce que je vous ai mis? J'ai essayé de donner des exemples. Donc, je vais prendre le dernier, le V-lines d'abord. Donc, je dis, voilà, les lignes verticales sont bleues et avec des tirets. Donc, effectivement, on voit bien les lignes verticales sont avec des petits tirets bleus. Par contre, les lignes horizontales, alors j'ai dit que, alors, c'est la première des lignes des filets horizontaux va concerne toutes les lignes, puisque j'ai mis un moins, donc ça va de la première jusqu'à la dernière par défaut, et c'est en gris, en pointillé. Et par contre, je dis que pour les lignes qui vont donc de la deuxième ligne à l'avant-dernière des lignes, je rajoute un deuxième filet horizontal qui va toujours de la première à la dernière colonne, et en gris pointillé. Si bien que ma toute première ligne ici est bien en gris pointillé, la deuxième ligne est bien une ligne double
pointillée, la troisième ligne est bien une ligne double pointillée, et la toute dernière ligne n'est qu'une ligne simple. Bon, j'avoue que c'est un peu tordu et comme exigence, mais bon, voilà, c'était pour avoir quelque chose à... Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des lignes doubles, triples assez facilement. On peut même régler l'espacement et ainsi de suite. On peut les mettre en couleur. Enfin voilà, il y a plein d'options pour faire ça. Ensuite, je dis que toutes les lignes impaires étaient avec un fond vert, vert citron, là, très blanchi. Et puis, les spécifications de mes colonnes. Donc la première calée à droite, la deuxième centrée et la dernière calée à gauche. La dernière colonne calée à gauche, donc c'est bien ce qu'on voit ici. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, et bien chaque fois que je fais un begin my own TBLR, et bien à l'intérieur, je peux mettre un tableau qui aura toutes ces caractéristiques-là par défaut. N'empêche que je peux aussi rajouter un nouvel argument et spécifier des trucs plus... Donc, redéfinir des réglages que j'aurais mis ici ou rajouter des réglages spécifiques à un tableau. Donc là, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté que la colonne 2 devait avoir l'encre bleue, donc c'est pour ça que ma deuxième colonne ici, le texte est composé en bleu. OK. Et puis, j'ai rajouté aussi l'option verbe. Donc, l'option verbe, c'est la clé verbe. On permet d'utiliser quasiment n'importe quelle commande verbatim dans les tableaux créés par TBLR. Si bien que ma toute dernière ligne, où j'ai des verbes plus A, des verbes plus, là, ben, c'est effectivement composé avec la commande verbatim, en respectant quand même les couleurs de texte, l'alignement et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez pratique. Alors, par contre, je vous préviens tout de suite, c'est quelque chose qui m'a beaucoup chagriné, c'est que j'ai vu que l'auteur de Tabula avait annoncé que cette option verbe était déprécie et qu'il proposait autre chose pour la remplacer, mais que c'est pas du tout la même chose en fait. Ça permet pas de mettre du texte tel quel. On peut composer du texte, mais bon voilà, je crois que je vais attendre de voir ce qu'il propose plus précisément, et je crois que je vais lui écrire pour lui demander de ne pas supprimer ça pour l'instant, quoi. Parce que là, ça me manquerait beaucoup. Voilà, donc c'est juste cet exemple pour vous montrer qu'effectivement, on peut composer son propre tableau son propre type de tableau avec ses réglages prédéfinis, et qu'ensuite on peut l'utiliser partout autant de fois qu'on veut, et que ça fait effectivement tout ce qu'on a spécifié une bonne fois pour toutes au départ. Alors, l'exemple suivant, non, c'est un exemple. Alors, quelques autres fonctionnalités. Alors, la première, très importante, le package Tabula fournit un autre environnement que TBLR, qui s'appelle donc l'environnement long TBLR. Donc, ça permet de composer donc des tableaux sur plusieurs pages, exactement comme le fait Longtable. Donc, alors, parmi les fonctionnalités, mais qu'on connaît déjà de Longtable, bah, ça permet par exemple de répéter automatiquement un en-tête ou un pied de tableau à chaque nouvelle page, même si le tableau se compose sur 2, 3, 4 ou 10 pages. Et puis, donc ça permet de faire quasiment tout ce que fait Longtable, mais avec toute la syntaxe qu'on vient de voir précédemment. Et donc, j'avoue que c'est très pratique. Bon, maintenant... voilà, ça permet de faire tout ça. J'ai mis aucun exemple. Bon, la première raison, c'est qu'avec Beamer, faire des long tables, ça aurait été un peu particulier. Mais voilà, sachez que ça marche très bien, à ma connaissance, que ça a toutes les qualités qu'on a déjà vues de Tabula, mais pour les tables longues. Qu'est-ce que j'ai mis comme exemple ensuite? L'extension Diagbox, donc ça, c'est ce qui permet de faire ça. Bon, moi, j'avoue que c'est pas quelque chose dont j'ai besoin souvent. Et puis là, j'avoue qu'il y a aussi des choses qui... Voilà, j'ai l'impression qu'elle est un peu longue, cette ligne diagonale, mais à vérifier. J'ai jamais vérifié que c'était parfaitement aligné ici. Mais bon, ça peut être pratique pour ceux qui ont besoin de faire une diagonale. Voilà, c'est très bête, hein, ça se fait très facilement. Si, les compteurs, alors ça peut servir. Donc par défaut, Tabula définit rownum et colnum, donc deux compteurs qui sont mis à jour automatiquement et qui indiquent donc le numéro de la ligne et le numéro de la colonne de la cellule courante. Donc ça, c'est très pratique. C'est ce qui permet, par exemple, de composer ici automatiquement le x 1,1, x 1,2. Tout simplement, vous voyez que je mets x underscore arabic rownum et arabic colnum. Donc j'utilise ces deux compteurs automatiques pour pouvoir faire les x11, x12, x13 et ainsi de suite. Et puis, on a l'extension counter. Donc là, ça fait partie des extensions que je vous avais, des bibliothèques TBLR que je vous conseillais d'inclure.
et qui permet d'utiliser ses propres compteurs LaTeX. Typiquement, là, j'ai fait un new counter myCNT, et dans ma commande XIJ, donc je fais X avec l'indice de ligne et l'indice de colonne, et je mets que c'est égal à la version alphanumérique de myCNT, alphabétique, pardon, du compteur myCNT, myCounter. Et donc, c'est ce qui fait que je vois A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, au passage, on voit que les colonnes, les cellules sont composées en ligne par ligne et à l'intérieur d'une ligne, colonne par colonne. Hein. Donc, la première, le A, le B, le C, voilà. L'ordre de lecture classique pour un occidental, en tout cas. Et vous voyez que dans mon tableau, en fait, la seule commande que j'ai, c'est la même, c'est XIJ, enfin XIJ, oui, effectivement, que j'ai défini avec ces utilisations de compteurs. Bon, j'avoue que ce n'est pas quelque chose dont on a besoin très souvent. Si les compteurs de ligne et de colonne, j'avoue que c'est pas mal quand même. Des fois, il y a des trucs pratiques. Ça permet de faire par exemple, de mettre des numéros dans un tableau automatiquement. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche très bien. Alors, parfois, il faut réinitialiser le compteur pour changer les numéros de ligne, mais enfin, voilà, on y arrive. Alors là, c'est un dernier exemple. C'est le tout premier tableau que je montrais comme étant un beau tableau par rapport à un horrible tableau Word ou Excel. Et donc, c'est le code qui permet d'obtenir ça. Ce n'est pas obligatoirement le code le plus simple pour le faire, mais on voit bien donc les 3 colonnes spec avec une colonne calée, les 3 colonnes calées à droite, pardon. Un row set de 1 point et col set de 6 points, pour que ce soit assez écarté horizontalement, mais pas trop verticalement. On voit bien que la première ligne est en gras. Alors attention, la première ligne, c'est celle qui contient juste densité et matériaux. C'est les 2 titres principaux. La deuxième ligne, row 2, est centrée avec un texte en gras. Donc c'est cette deuxième ligne avec Europe et US. Et puis à partir de la 4e ligne jusqu'à la dernière, et pour la 2e et 3e colonne, on applique la commande num. Alors une commande num, c'est aussi une commande qui vient de SI Unitix et qui permet de mettre en page automatiquement les nombres. Alors bon, en rajoutant le séparateur décimal qui va bien, et puis surtout aussi en groupant les nombres les chiffres, pardon, par groupe de 3 et en mettant un petit espace. Là, le 42 000 est bien séparé du 769, le 19 000 du 4 000 et ainsi de suite. Et ça ne le fait, comme on le conseille la plupart du temps, qu'à partir de 5 chiffres. Hein. Sur les 1000 ou les 2000, là, on n'a pas la séparation, alors que pour le 42, on l'a. Donc, c'est ça qu'on dit avec cette spécification de cellule. Et puis, alors après, je dis la première cellule. Alors là, au lieu de faire des fusions à l'intérieur de mes spécifications, là, je les fais directement dans le tableau. Donc là, j'ai dit, voilà, ma première cellule, elle fusionne 3 lignes, row égale 3. Elle est calée à droite et centrée verticalement. Donc, elle fusionne la ligne densité, la ligne Europe et la ligne des unités. Voilà, donc c'est bien le matériau là qui est fusionné et il est centré verticalement. Ensuite, j'ai une deuxième cellule qui fusionne 2 colonnes, c'est le densité ici, et qui est centrée. Et puis ma 3e cellule qui est vide puisqu'elle a été fusionnée par la précédente. Ensuite, alors là, une chose qu'on n'avait pas vue, c'était les filets horizontaux qu'on peut mettre aussi à l'intérieur du tableau. Et là, j'utilise, alors, pour ceux qui connaissent BookTab, le BookTabs de package, il y a top rule, mid rule, semi rule. C'est les mêmes commandes. Elles portent le même nom, mais elles ne s'utilisent pas exactement de la même manière. Ici, donc, je mets cette ligne, ce filet horizontal, partiel. Alors, partiel, il va de la 2e à la 3e colonne. C'est le 2-3 ici. Il est, alors là, je l'ai mis vert, un peu noirci. Bon, ça, c'était juste pour avoir de la couleur, c'est pas fondamental. Et surtout, j'ai mis l'option LR ici, qui fait qu'il est un peu réduit à gauche et à droite, si bien que si on en avait un autre de l'autre côté, il ne se toucherait pas. Ça, c'est très pratique quand on a plusieurs filets comme ça successifs, et pour éviter qu'ils se touchent. Et puis, on a le contenu de la ligne. Donc, c'est une cellule vide, en fait, qui est consommée par la fusion de matériaux qui étaient à la ligne précédente. Et puis là, le contenu Europe et US. Ensuite, on a la 3e ligne. Donc là, c'est une ligne un peu particulière. Donc, je mets un set row pour définir toute la ligne en disant le contenu est centré et le texte est en footnote size, donc bien plus petit que le reste. C'est les unités que j'ai mises ici. Bon, là, je ne me suis pas embêté, je les ai composées vaguement en mode mathématique. Enfin,
avec l'exposant, le cube en mathématiques. Là, j'aurais pu utiliser Swing-Init-X, mais je ne l'ai pas fait. Ensuite, j'ai une ligne, un filet horizontal, alors celui-ci avec top rule. Donc, la différence avec mid rule, c'est que top rule et bottom rule sont légèrement plus épais. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Et effectivement, avec une couleur verte. Et puis ensuite, il y a le contenu de mon tableau, tout simplement, avec les noms, les valeurs. Et vous voyez qu'à chaque fois, il n'y a plus aucune commande dans mon tableau qui perturbe la lecture du tableau, des valeurs, et ainsi de suite, puisque tout a été spécifié précédemment, à part peut-être les titres. Bien, je crois qu'avec ça, j'arrive. Paul, excuse-moi, est-ce que tu peux revenir en arrière 2 secondes? Oui, bien sûr. La spécification call-spec, donc avec trois arguments identiques, était-elle nécessaire là? Alors je sais plus s'il y a, parce que donc habituellement on a des multiplicateurs, enfin on peut mettre, je sais plus la syntaxe pour répéter 3 ou 4 fois les colonnes. Non, mais je crois que tu nous as montré des exemples où il n'était pas nécessaire de spécifier ça, en fait, tabulerait et regarder le nombre des perlouettes et s'en sortait comme ça. Alors oui, alors le problème c'est que si on ne spécifie pas les colonnes, par défaut elles sont calées à gauche et centrées verticalement. Ah alors oui, là je voulais qu'elles soient calées à droite. Après effectivement, le fait qu'on ait 3 fois la même spécification, je crois qu'il y a un moyen de dire qu'on veut répéter une spécification un certain nombre de fois. Mais j'avoue que quand il y en a 3 comme ça, moi je m'embête pas, je les mets explicitement. Oui. D'accord, ok. Voilà. Merci. Et donc mon dernier transparent, alors pour vous rappeler quand même qu'un tableau c'est aussi de l'art, hein, même si celui-là a été généré par une IA. Voilà. Et donc je vous remercie de votre attention et si vous avez d'autres questions, je suis prêt à y répondre si j'ai les réponses. Merci beaucoup, Paul.